des papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food? Et aujourd'hui, on a un invité un peu exceptionnel sur le plateau, Mathieu Milliez, c'est ça? Oui. Voilà, le fondateur, créateur de La Récolte. C'est exact. Qui a fait une belle récolte d'ailleurs qu'on voit sur le plateau et qui va nous parler de ça dans un instant. Isabelle, on va partir pour une émission autour de plein de nouveautés de belles adresses. Alors on commence déjà avec des restaurants, bien entendu. On va partir dans le 17e à la découverte du restaurant Essential, un chef plein de créativité. Derrière, on va aller faire un petit tour du côté du sucré avec William Lamanière, un chef pâtissier 2.0. C'est quoi un chef pâtissier 2.0 ? C'est un chef pâtissier qui n'arrête pas de poster ses créations et qui du coup nous donne tout le temps envie de manger. Et puis donc ensuite on va parler de La Récolte, découvrir ce merveilleux magasin qui ne fait que des produits bio, frais et de saison. Et puis découvrir quelques nouveautés. On a encore le plateau très chargé. On a notamment des chips au chocolat et au piment. Alors ça c'est assez intriguant et c'est assez intéressant. Et puis plein de sauces exotiques épicées avec notamment des sauces asiatiques. Ensuite, on va faire un petit tour du côté des livres avec, je crois, de très jolis ouvrages sur le thé et le chocolat. Des ouvrages qui vont nous faire saliver. Et puis, ça sera déjà la fin de se quitter, de l'heure de se quitter. C'est terrible. Et avant de se quitter, on vous invite du coup à nous retrouver sur les réseaux sociaux, hashtag Qu'est-ce qu'on food, pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez durant l'émission. On se retrouve tout de suite pour commencer cette émission. À tout de suite. Alors Isabelle, dans quel coin partons-nous pour les adresses ? Le premier restaurant dont nous allons parler est situé dans le 17e. On est dans une petite rue assez discrète, la rue du Long. Est-ce que tu connais cette rue, ma fille ? La rue du Long, absolument pas. C'est vers le métro Rome. Voilà. Ah, le métro Donc Rome. C'est un quartier assez calme, mais avec des restaurants qui commencent à ouvrir un peu plus. On a notamment Garogori, pas très loin, qui est assez sympa. C'est vrai. Et donc Essential, ça fait déjà quelques années que c'est installé dans le 17e. Le chef s'appelle Laurent Pichaureau. Et Laurent, c'est un chef assez particulier. Vous savez, en ce moment, on parle tout le temps des restaurants qui sont soit bistronomiques, soit néo-bistro, soit gastro comme ci ou gastro comme ça, ou alors monoproduit. Laurent, il n'est pas classable, il n'est pas rangeable dans une petite boîte du tout. Il est vraiment unique en son genre, il a une cuisine très personnelle et qui ne ressemble à rien de connu. Il travaille énormément tout ce qui est végétal, il n'utilise que des produits bio, ça va faire plaisir à notre ami Mathieu. Et il est extrêmement audacieux dans ses associations. Donc, par exemple, on peut manger chez Laurent de l'écume de coquelicot. Voilà, dit comme ça. Alors ça, je l'ai jamais goûté. Écume de coquelicot. Exactement. Donc il y a effectivement ce côté de la fleur qui est très présent. Et lui, il la met avec un cabillaud qui est cuit basse température. La cuisson du poisson était juste incroyable. On va voir des photos des assiettes qui défilent derrière. Donc il maîtrise très bien tout ce qui est cuisson, évidemment. Mais vraiment le côté originalité. Donc là, sur cette entrée qu'on voit à l'écran, on est sur une mousse de fromage frais avec du crabe, de la betterave, des œufs de truite et harengs fumés, salicorne et jus estragon fumé. Rien que ça. Donc il y a beaucoup de choses dans l'assiette, on peut se dire que ça fait peut-être un peu trop, et en fait dans tout ensemble c'est très harmonieux et très déroutant. Il dit toujours, chez moi on fait un voyage sensoriel, et c'est assez vrai, il y a ce côté voyage sensoriel. Et comme on est sur un menu dégustation, tout au long du repas, on passe vraiment d'un univers à l'autre, d'une création à l'autre. C'est assez déroutant. On peut aussi avoir donc un œuf basse température avec de l'oignon frit. Là, il est présenté avec une espèce de... pas une soupe, il appelle ça une nage de pistache torréfiée. Une nage de pistache, c'est mignon. Une nage de pistache torréfiée. Donc la pistache torréfiée, moi je l'avais jamais eu associé à l'œuf en tout cas. J'ai trouvé ça très, très original et très goûteux. Et puis visuellement, en plus, les assiettes sont toujours très belles. On peut aussi avoir un filet de canette de chaland avec noisettes et figues rôties et purée de panais. Donc là, on est sur quelque chose finalement plus conventionnel, plus classique, mais toujours avec des produits d'exception, ce qui fait que c'est réussi. Voilà. Et c'est bien présenté. Et c'est très joliment présenté à chaque fois, vraiment. Il utilise beaucoup de petites fleurs, de petites pousses, de petites herbes, c'est vraiment soigné. Alors, par contre, c'est ouvert que le soir. Ça, c'est important de le savoir. Mais pourquoi c'est ouvert que le soir ? Parce que finalement, quand on vient chez lui, comme il n'y a que 2 options, ce sont que des menus dégustation en 6 ou 8 étapes, ça prend un peu de temps. Oui, c'est ça. Et au déjeuner,
c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, on y va le soir, on y va quand on a le temps, et on profite de ce voyage sensoriel très déroutant et entièrement renouvelé toutes les semaines. Donc, ça veut dire que vous pouvez venir plusieurs fois, à chaque fois vous aurez quelque chose de différent. Donc voilà, je vous encourage vraiment à y aller. Au niveau des prix, on est à 62 € le menu en 6 étapes et 75 pour celui en 8. Et il y a même des accords mets vins avec que des vins bio et nature. J'ai adoré la sélection des vins. Les accords sont très justes, ça c'est important de le dire parce que c'est pas toujours le cas. Et les vins sont vraiment originaux. Il y en avait plein que j'avais jamais goûté, que je connaissais pas du tout. Donc ça c'était vraiment le petit plus et la très bonne surprise du lieu. Donc ça donne envie d'y aller, tout ça. Et c'est ouvert du mardi au samedi, oui, important aussi, on ne peut pas y aller le lundi ou dimanche. Ensuite, donc, nous passons à la partie du salé, à la partie du sucré. Alors, William Lamanière, c'est ce que j'appelle un chef 2.0. Pourquoi ? Parce qu'il partage tout le temps ses créations. Et ça, c'est vachement sympa parce qu'on a l'impression d'être plongé dans son univers. Et clairement, ce qui m'a attirée chez lui, c'est le côté visuel de ses desserts. Parce qu'à force de voir passer toutes ses créations sur Facebook, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, à chaque fois, ça me rendait complètement dingue. Je me disais, mais c'est pas possible, il fait des trucs qui sont juste magnifiques. Et donc, effectivement, il est sur des pâtisseries qui sont assez classiques, dans une institution, quand même, la Closerie des Lilas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce restaurant qui est dans le 6e, on est boulevard du Montparnasse. Et c'est vraiment un lieu emblématique de Paris, où il se passe beaucoup de choses. C'est un lieu, c'est l'ancienne mode. Exactement, la brasserie Belle Époque, voilà, c'est ça, exactement. Classique, traditionnelle, avec donc une cuisine très traditionnelle. Oui, tout à fait. Et des desserts assez classiques. Il faut savoir que William, il est plutôt sur les pâtisseries classiques, aussi bien les millefeuilles, les babas au rhum. Mais la vraie pâtisserie, vous savez, la pâtisserie qui est gourmande, qui est généreuse. Par contre, on note que dans les dressages, c'est quand même plutôt revisité. Là, c'est très... C'est très gourmand. C'est très gourmand. C'est très esthétique. C'est beau, ça, c'est très beau. C'est un tonnerie magnifique. Donc, on va avoir une petite interview de William qui va nous présenter son travail, nous expliquer un petit peu tout ce qu'il fait de bon. Donc je suis issu d'une famille de restaurateurs, donc j'ai commencé par la cuisine naturellement. Mon père était cuisinier, ma mère était en salle. Donc j'ai fait l'école hôtelière en Bretagne. Après 4 ans de cuisine, je me suis orienté vers la pâtisserie, parce que j'étais plus attiré par le sucré. Et donc l'école Louis Guillou à Rennes pour la pâtisserie, et je suis parti après faire mes classes à Paris. Donc d'abord l'abbaye des Vaux de Cernay, puis pendant 1 an en dessert de restaurant, hôtel-restaurant. Et après 1 an de service militaire chez le ministre de la Défense à Paris. Et donc j'ai rencontré ma femme là-bas. Donc je suis resté à Paris. Donc la durée d'abord, en premier temps, boutique, 6 ans. Donc j'ai fini chef adjoint, recherche et développement. Et je m'occupais de toutes les ouvertures à l'étranger. Donc là, ça m'a permis de vraiment d'évoluer, de créer tout ce qui est pâtisserie. Après, je suis parti chez Fauchon. Je ne suis pas resté longtemps. Et je suis maintenant à la Closerie des Lilas depuis bientôt 8 ans. Alors, la Closerie des Lilas, c'est une belle maison. Tout le monde connaît cette brasserie classique de Paris. Donc c'est vrai que c'est une brasserie mythique sur Paris. Et c'est là que je m'éclate tous les jours depuis 8 ans. On est 5 en pâtisserie et donc j'ai des spécialités comme les tartes et beaucoup de grands classiques. Ici c'est quand même très classique. Il y a 13 desserts à la carte. Ouais, entre 13 et 14 desserts à la carte, plus les glaces. Donc par exemple en classique on a le millefeuille qui est une valeur sûre à la Closerie, le baba au rhum, la profiterole, donc ça c'est vraiment les gros classiques. Et après je m'amuse un petit peu sur les fruits de saison, les produits de saison, sur les tartes et les desserts du jour. Et j'ai 3-4 desserts que je change à chaque nouvelle carte pour les saisons. Alors au tout début quand vous êtes arrivé ici, votre dessert un peu signature c'était évidemment le macaron. Donc oui les macarons, comme j'ai fait 6 ans chez La Durée, et 2 ans au poste des macarons, donc forcément on a des restes. Donc j'ai commencé à faire des macarons ici, j'ai inventé le macaron cœur coulant, ça a bien marché au tout début. Et puis là depuis 2-3 ans, ça s'est quand même beaucoup calmé les macarons dans les restaurants.
Et donc je me suis naturellement orienté vers la tarte, qui est un produit qu'on fait ici tous les jours. On a une tarte du jour, donc ça me permettait vraiment de trouver des nouvelles idées, de m'éclater sur ce produit. La tarte, finalement, c'est un espace de créativité? C'est mon espace de créativité, voilà. Parce qu'on a une base qui est la pâte, et après... Et après on met ce qu'on veut dessus, voilà, on met ce qu'on veut dedans. Ça c'est libre cours aux envies. Alors justement, comment vous travaillez vos fruits de saison? Vous les travaillez juste simplement? Vous les alliez à d'autres produits un peu originaux? Ça dépend, soit on les fait en gelée, soit on les fait en fruits frais, soit on les fait en poché. Vraiment, il n'y a pas de règle. Faut que ce soit bon. Alors tout à l'heure, vous me parlez d'une tarte figue et thé chai, c'est ça? J'ai fait là, il n'y a pas longtemps, une tarte figue pochée au thé de chai avec une crème au thé de chai. Ça, c'était une petite idée de saison. Et là, j'ai hâte, c'est les mirabelles qui vont bientôt démarrer, donc la tarte fine aux mirabelles qui est ma tarte préférée. Alors justement, vous avez un produit fétiche? Donc le produit fétiche, ce serait la tarte. Ouais. Maintenant, j'ai pas vraiment de préférence, j'aime vraiment tout, je suis ouvert à tout. Vous avez aussi bien travaillé les fruits que le tout, chocolat, mais même des fois très simple, c'est ce qu'il y a de meilleur en fait, souvent, très souvent. Donc il faut pas chercher à faire compliqué, souvent, c'est vraiment les choses simples qui marchent mieux. Quel est le dessert le plus commandé à la closerie? Le millefeuille vanille. Le millefeuille, c'est ça, Donc si on vient, c'est celui qu'il faut tester? Pas forcément, mais c'est le best-seller. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu une très 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 grosse émotion en mangeant un dessert J'ai deux vieux souvenirs quand j'étais petit, donc c'est la mousse au chocolat. De maman? De mon père, parce que ma mère, c'est mon père qui cuisinait. Donc la mousse au chocolat et le riz au lait. Donc c'est vraiment deux choses que j'adore. Et j'ai essayé que je fais très souvent à la closerie parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Et ici, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui aiment les produits simples et régressifs comme ça, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens à les faire à la maison. C'est sûr, c'est ce qu'on peut faire, en fait. Vous êtes très, très proactif sur Facebook. Oui. C'est un plaisir de découvrir chaque jour vos créations. Vous faites des très belles photos en plus de vos tartes, de vos desserts. C'est hyper alléchant. Pourquoi vous avez commencé à partager comme ça vos photos sur Facebook? Au tout début, je me suis inscrit, je pense comme tout le monde. Je postais pas grand chose au début parce que j'avais pas d'appareil photo bien, on n'avait pas des smartphones comme maintenant. Et je postais des petites photos comme ça de tartes que je faisais ou de desserts que je faisais. Et à force de voir des gens qui like et tout, ça donne envie. Donc on cherche des nouvelles idées et on veut partager un petit peu. Et après, les smartphones sont arrivés. Donc, premier iPhone, alors là, c'était extraordinaire. J'ai commencé à faire des belles photos, j'étais content. Et on se prend au jeu et on essaie d'inventer tous les jours des nouveautés. Finalement, c'est un moteur, c'est une motivation? C'était mon moteur pour moi un petit peu, parce que j'avais déjà plein d'idées, mais le fait de les montrer à tout le monde et que tout le monde puisse les commenter, là on a envie de s'améliorer, de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles idées, et c'est ça qui m'a aidé à créer de plus en plus. Alors pour aller découvrir toutes les jolies créations sucrées de William, c'est donc à la Closerie des Lilas, 171 boulevard du Montparnasse. On vous encourage à y aller si vous êtes bec sucré. Donc aujourd'hui, on va récolter, c'est ça? On va récolter. Alors, pour introduire le sujet, je propose qu'on regarde la petite vidéo qui présente très très bien la récolte et qui explique un petit peu le concept. Fruits, légumes, viande, charcuterie, fromage, poisson et un peu d'épicerie. Ce qui est important, c'est que nos producteurs partenaires récoltent à maturité des produits cultivés ou élevés le plus naturellement du monde, sans additifs, sans produits chimiques. Tous les produits viennent en direct de producteurs. Ils nous sont livrés directement après la récolte, pour la plus grande fraîcheur. C'est tout cela qui fait que tous nos produits ont du goût et qu'ils sont sains. Mais cela ne suffit pas de le dire. Ainsi, dans votre magasin, vous pouvez lire sur l'étiquette en toute transparence qui est le producteur, d'où viennent vos produits et ce qui fait leur particularité. La récolte est donc un magasin où l'on trouve un choix de produits frais, tout ce qu'il faut pour les préparer, des conseils, des recettes et des plats préparés sur place avec les produits du magasin. Notre objectif est que vos courses et la préparation de vos repas au quotidien puissent être simples et efficaces. Alors voilà, la récolte. La récolte, c'est donc dans le 17e, 17e. L'adresse exacte? 18 boulevard des Batignolles. 18 Au Batignolles. Alors donc, expliquez-nous un petit peu déjà comment vous en êtes arrivé là, d'où est venue l'idée du projet, pourquoi partir comme ça sur des
des produits de petits artisans, du frais, du bio. Vous étiez déjà dans l'agroalimentaire, pas du tout? Pas du tout. Moi, ce qui m'a amené là, c'est une démarche en tant que client, en fait. Habitant Paris et travaillant à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait des producteurs qui travaillaient très bien. Simplement, sans produits chimiques, donc en bio au moins. Et que moi, Parisien, avec une vie active, j'arrivais pas à m'alimenter de cette manière-là. Je trouvais pas ces produits-là. Et donc l'idée d'un magasin est le fruit de cette réflexion-là. Comment faire pour moi, Parisien, avec le rythme de vie que j'ai, pouvoir m'alimenter avec ces produits frais de saison qui viennent directement de producteurs. Et donc j'ai commencé à chercher ces producteurs, à me rendre un petit peu partout en France. Ça a dû prendre un temps dingue de faire tout le sourcing des produits. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Les appeler. La découverte des produits, c'est parcourir la France en long, en large. C'est pas le plus désagréable, je dois reconnaître. Ça fait partie de votre job aussi, c'est ça qui est sympa. C'est ce qu'on aime bien. Oui, tout à fait, exactement. En bonne gourmande. Nous, on se régale, nous. Rencontrer ces gens qui sont passionnants, qui nous apprennent plein de choses. Le contact avec ces gens est incroyable. Le contact est très intéressant et c'est vraiment au fur et à mesure de ces rencontres que moi, j'ai de fil en aiguille, je suis passé du légume aux fruits en passant par la viande et à découvrir que produit par produit, il y a vraiment des spécificités et que le fait de dire on mange en bio, c'est super, je mets pas de produits chimiques. Mais ça, c'est acquis. On peut parler ensuite de la manière dont c'est fait au-delà du fait de mettre ou pas de produits chimiques. Dans un jambon, est-ce que je mets des additifs ? Est-ce qu'il y a de l'amour dans le jambon ? Est-ce qu'il y a de l'amour ? Mets de l'amour dans le jambon. Comment est-ce qu'on le déguste ? Comment est-ce qu'on le déguste ? Ce que l'animal a mangé ? Dans un légume, quel est le type de semence qui est utilisé ? Tout ça, c'est vachement important pour avoir un produit qui a du goût et puis qui a plein de vitamines et donc qui permet d'avoir du plaisir en mangeant et du plaisir en mangeant des produits de saison sans devoir compléter cette alimentation avec des produits industriels ou qui viennent de loin. Voilà. Ça voudrait créer un mini Rungis en fait. C'est un mini Rungis avec à chaque fois, c'est une place, un endroit où on a uniquement des produits de saison. Une cuisine, quand même, c'est important, cuisine au milieu du magasin. Ah, il y a une cuisine, d'accord. Une cuisine au milieu, on peut venir faire sur place. En fait, non. On peut cuisiner chez soi. On peut cuisiner, le samedi matin, la cuisine est ouverte. Ah d'accord. Si tu veux, Mathilde, tu peux venir un matin. Mais complètement, moi je suis réveillée dès 7h du matin. Ton plat préféré. Est-ce que vous avez aussi un service babysitter ? Parce que sinon Mathilde ne viendra pas. Pas encore. Mais on va y réfléchir. Il faut commencer tôt les cours de cuisine. Donc, oui, alors j'avais vu effectivement à la récolte, ils ont aussi des petits pots bébés. Ah bah voilà, bio. Les papas. C'est comme des papas, c'est une marque super. Il faut absolument que vous les receviez. Ah bah oui. Comme des papas. C'est 3 papas. Parce qu'elle a commencé les petits pots en plus, donc. C'est frais, c'est la seule marque de produits frais. C'est des petits pots frais avec, il n'y a pas de conservation, rien de saleté. C'est pas pasteurisé, c'est juste frais. Ah bah c'est magnifique. C'est les petits pots que t'as envie de piquer à ton gosse, tu vois. Vous m'avez convaincu. Et on n'en vend pas que pour les enfants d'ailleurs. Ça m'étonne pas. Alors à la récolte, on peut venir donc toute la journée. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure ? C'est ouvert de 10h à 20h30 tous les jours. Même le dimanche. Du lundi au samedi et le dimanche de 10h à 13h. D'accord. Alors on peut donc y venir faire ses courses, on a compris. On a tout. En fait, on a de la viande, du poisson, du fromage, de la crèmerie. C'est l'épicerie à domicile. Il y a un peu d'épicerie, du vin, ainsi que des fruits et légumes, bien sûr. La seule chose qu'on ne trouvera pas, finalement, c'est du PQ. Bon. C'est ça. Ça, vous serez obligé de continuer à aller au supermarché normal. Mais ou à la récolte, Internet. Ou sur Internet. À la récolte, en tout cas, on peut trouver tout ce qui se mange. On peut aussi venir déjeuner. Alors, on a une cuisine, donc. L'idée, c'est une fois qu'on a tous ces produits frais de saison dans ce magasin, c'est d'en faciliter la consommation. Et j'ai pas toujours le temps de cuisiner, donc on a une cuisine dans laquelle on fait tous les jours des plats emportés avec les produits du magasin. Là, c'est plutôt une solution à emporter, voilà, avec une lunchbox. On a un petit manche debout avec 3 places, mais c'est surtout à emporter. D'accord. On fait Et donc là, les plats qui sont proposés, tous les jours une nouvelle recette. Tous les jours, c'est différent. Créé avec les produits de saison que vous avez dans le magasin. Les produits voilà. Et les prix, on est sur quel prix ? Eh bien, une lunchbox, donc un plat complet végétarien, c'est 7,90 et puis avec de la viande, c'est 9,90. D'accord. Et du coup, les prix du magasin, parce qu'on associe souvent le bio, fraîcheur au cher, effectivement. Donc, est-ce que vous essayez de faire attention par rapport à ça ? Nous, alors les produits de la récolte, c'est les produits que de saison. Donc généralement à la saison, c'est pas les produits qui coûtent les plus chers, parce qu'il y a beaucoup de production. Donc on les achète au juste prix aux producteurs. Donc ça, pour nous, c'est
un vecteur, c'est important de soutenir ces producteurs-là. Et c'est dans le magasin, ça reflète le juste prix que ça leur coûte pour que ces producteurs puissent vivre décemment. Oui, c'est ça aussi. C'est une notion très importante qui permet de savoir de qualifier le fait que les prix qu'on fait, nous on pense que c'est les prix que ça coûte de produire les prix et de s'alimenter correctement. Vraiment pas paru délirant. Et alors, je pense pas qu'ils soient chers et puis finalement manger des produits de saison c'est pas coûteux. Non, frais, Et vous continuez du coup à découvrir des nouveaux producteurs à chaque fois ou vous avez déjà fait un bon tour déjà? Alors avant d'ouvrir, moi j'ai passé 2 ans à trouver des producteurs. On a ouvert avec une gamme qui était pas parfaite et là depuis 1 an et demi qu'on a ouvert, on complète au quotidien et selon ce qu'on voit comme demande et ce que les clients nous demandent. Et à ce moment-là, C'est quoi la demande d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des demandes particulières ou des Le chouquel, produits, Le chouquel, ça a été une demande ou c'est vous qui l'avez mis spontanément? Le chouquel, un producteur l'a fait sans qu'on lui demande. D'accord. Et donc ça s'est emballé. et ça marche très fort. Ouais. On a un petit pesto de chouquel qui on était va fait maison déguster après après. les produits. Par exemple, un produit qui vient d'arriver, c'est la poire de terre. Ah, c'est Poire de terre. C'est un légume, c'est une tubercule comme la pomme de terre. Ça se mange de la même manière qu'une pomme de terre ou qu'une patate douce. Donc seul, en purée. C'est un produit qu'on a essayé l'année dernière. On a testé avec nos clients et les clients nous ont trouvé ça bon. Et donc on a demandé à nos producteurs bretons de les cultiver plus longtemps. Et donc depuis cette semaine, on a de la poire de terre. Et ça ressemble à quoi du coup? Eh bien, une fois que c'est rissolé, ça ressemble à une poire ou pas? On pourrait sentir un peu de poire. Un côté un peu sucré. Il y a un petit côté sucré comme dans la patate douce et ça va et c'est un petit peu la texture d'une poire quand les variétés de poire un peu fermes comme la présidente Héron qui sont un peu granuleuses, c'est un petit peu cet aspect-là. Et donc je pense que son nom vient du fait qu'on peut y trouver de la poire lorsque c'est rissolé. Parce que la pomme de terre, moi j'ai jamais trouvé le goût de pomme dedans. Non. Je cherche encore. De terre plus que de pommes. C'est ça, exactement. Alors, il y a une chose importante à dire quand même sur la récolte, qui, moi, je pense, c'est la première chose qui m'a frappée quand je suis entrée dans ce magasin. Alors, si vous êtes déjà allé dans un Naturalia, un Bio C'est Bon, un Biocoop et compagnie, vous avez juste envie de vous suicider dans la seconde qui suit. C'est-à-dire que ces magasins sont les plus glauques du monde. Ça sent mauvais, ça pue toujours dans ce magasin. Je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais ça pue à chaque fois. C'est moche, les gens qui se baladent dedans, on a tous l'impression qu'ils sortent des années 70, genre hippies. C'est étrange. Alors que quand on entre à la récolte... Ça va beaucoup mieux. C'est beau. C'est lumineux, c'est bien agencé. Et pour moi, c'est le premier magasin bio qui fait cet effort de donner envie de revenir, en fait, tout simplement. C'est pas... On s'y sent bien, quoi. Et l'air de rien, faire ses courses dans un environnement qui est agréable, c'est important. Donc c'est un petit plus pour la récolte. Pour y aller jusqu'à dans le plus 7e. Alors je propose qu'on goûte les produits, déjà qu'on les monte, parce qu'on a des produits qui sont juste superbes. Alors on a un plateau de légumes absolument délirant. Oui. On va faire un petit zoom dessus avec la caméra. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Mathieu, de ces légumes là qu'on a? Parce qu'on a des carottes... Alors il reste des légumes, il reste des tomates. Ce sont les dernières, mais je les ai amenées quand même. C'est ça la question. Alors attention, on est en novembre, mais il y a encore des tomates. Mais il y a plus de saison, les enfants, il y a plus de saison. Je vous le dis. La tomate, nous, on commence à la vendre début juillet seulement. Et là, c'est les dernières semaines. On en aura encore la semaine prochaine et puis c'est terminé. Mais j'ai voulu les ramener parce qu'elles sont encore très belles. Elles sont magnifiques. Donc on a 2 sortes de tomates là en fait. Et là, celle-là, c'est la rose de Berne. Celle-ci là. Voilà. D'accord. Et celle que tu as dans la main, ça, c'est de la noire de Crimée. Magnifique. Ouais, elle est belle. Et elles viennent toutes les deux de Bretagne. De Bretagne. Alors ça c'est un producteur, c'est aussi celui qui fait la poire de terre du coup. Et c'est le même. D'accord. Tout à fait. C'est celui chez qui tous les légumes sont pris ou non? Alors en Bretagne ils sont plusieurs, ils sont 4 et ils se répartissent un peu les tâches. Il y en a un qui est plus spécialisé dans les choux, celui-là il fait les tomates, Marc Pogam un autre fait les poires de terre. Donc ils sont plus ou moins complémentaires. L'idée c'est que là quand ça vient de Bretagne il y a les carottes qui viennent de là-bas, les navets et les radis viennent d'Auvergne. Oui, ils sont délicieux d'ailleurs. Le navet, alors même si vous n'êtes pas fan de navet, un navet comme ça, vous allez l'aimer forcément parce qu'il a un petit goût sucré. Il est tout doux, tout sucré. Il n'est pas du tout fort, il n'a pas ce goût un peu de vieille chaussette salée. Non, comme on peut avoir... Non, là il est vraiment hyper doux, fondant en plus, même cru. On mange pas spontanément du navet cru. Bah là oui, on peut complètement. Et ça il faut le servir à l'apéritif, tout simplement, comme ça. Bien. Sans le dire, parce que si on dit que c'est du navet, évidemment,
Personne on ne va part vouloir. avec un a priori négatif. D'accord. Alors que si on dit que c'est du radis, ça peut passer. Voilà. Alors qu'ils vont goûter, on va faire, c'est pas le goût du radis. Et à mon avis, Et le radis est très bon d'ailleurs aussi. dans le petit dip, ça doit être pas mal non plus. Moi j'adore le radis. Je trouve que la couleur est magnifique. Hein, ce côté bicolore. Bah oui, ça c'est Il est un original, peu piquant, finalement. pas trop, et il est très joli. Et Ouais. c'est vrai que c'est très sympa à présenter. Donc Il est les vraiment producteurs, pas ils très se piquant, hein. regroupent. On les regroupe de manière à ce qu'ils soient 4 et on puisse avoir Un seul envoi. un seul envoi sur une palette et que ça arrive directement devant le vitalise les magasin, coûts aussi. sans devoir passer par des intermédiaires. Non, ce navet est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Donc Alors, ça, c'est fait maison, Le petit pesto, Fait maison à la récolte, dans la à cuisine la de la récolte, récolte. d'accord. qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Ça c'est délicieux. Et il y a principalement du chou cal. Le qui- fameux. Le fameux, voilà, qui est là mélangé avec des amandes Il y a un peu d'orange, non? et assaisonné à l'orange. C'est ça. Exactement. Mais Là, ça, c'est ça fait cru. partie des préparations qu'on peut emmener, qu'on peut acheter sur place et qui ont été faites le jour même. Exactement. Le principe de la cuisine, c'est par exemple sur un produit comme ça, le chou cal qui est à la mode, mais qui, enfin, tout le monde ne sait pas comment cuisiner du chou cal. On le propose de cette manière-là pour suggérer, on propose la recette également pour suggérer à chacun d'entre nous de le faire. C'est extrêmement simple, il suffit de tout mixer et de l'assaisonner. Non, mais c'est C'est très original en C'est plus. très rapide à faire. bon. Très très bon. Parce qu'on connaît Et les on mange pestos de du chou basilic, sans le etc. savoir. Mais On se fait du bien. c'est super. Exactement. Ah, je Ça suis pour très l'apéro fan. c'est pareil. Mmh. Alors après, on a un jambon. Mmh. Comme jamais on a goûté du jambon. À part peut-être toi Isabelle, en Argentine. C'est Mais là, Pas trop de une jambon, productrice. les gens, mais, basque Mhm. qui fait donc, c'est un porc de race basque qui s'appelle le Quintoa. Alors oui, c'est un porc qui est particulier. Hein. Le quintoa n'est pas le Je vous le passe comme ça. Oui, porc oui. qu'on trouve le Hop plus, là. plus communément. Merci. Il est noir avec des petites taches blanches. Ouais, c'est Comme ça. une vache. Il est très mignon. Mm. Très très mignon, le petit Mm. porc quintoa. Et effectivement, ce jambon... C'est délicieux. Alors, on peut peut-être faire un petit focus Et il a la- dessus. Ah, c'est bon, on arrive à faire un focus dessus, là. Hop, on le voit à l'écran. Alors, on le c'est- voit, il est très gras, c'est pour ça qu'il est bon. Oui, il y a une douceur. Désolée, hein, vous n'approtirez pas, mais là c'est absolument divin. Il est midi, c'est parfait. Il est incroyable, ce jambon. En fait, effectivement, il a beaucoup de gras. Hein. Ça, je vais pas vous dire que j'ai les doigts propres après avoir mangé. Il tapisse la bouche. Ouais, complètement. Il a une longueur, il reste. Mm. Il a un petit goût... Il est un peu épicé. Ouais, Ouais, Il mais est, il a une petite. presque pas fumé, mais... Ouais. Elle met il doit mettre du piment avec le sel pour le pour le faire Il est vieillir. magique ce jambon. Et alors ça, Il y a- on peut l'acheter à la coupe. Ouais. Alors nous, sur ce genre de produit, c'est à la coupe, à la demande, ou alors on prépare des petites barquettes à l'avance pour que ce soit simple et rapide. C'est C'est délicieux. un produit comme ça. Là, pour le coup, on est sur un produit d'exception. Alors ça fait partie des produits qui sont des produits vraiment plaisir. Oui, ça, c'est c'est pas un sûr. produit On va pas se l'acheter. du quotidien. On a principalement des produits du quotidien. Les légumes, c'est ce qu'on prône et nous, on essaie d'accompagner nos clients et de les conseiller pour justement faire du pesto de chou cal, manger des produits simples et l'accompagner de temps en temps de viande, de temps en temps de poisson. Pour Et alors, le se prix faire au kilo plaisir. de ce jambon, on le sait. Celui-ci, c'est 77 € du kilo. Bon, vous Ça inquiétez fait pas, un joli vous n'achetez apéritif. pas un kilo. Hein, donc, Non. à l'apéro, vous avez besoin de quoi 100 grammes, 200 grammes enfin, c'est pas... C'est- Là, tout de suite, on est sur des prix... Si on compare à des jambons Serrano, des jambons mais ça n'a rien Ibériques, à voir. Oui, ah non. ça, on en est termes sûr. de tarifs, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir au goût aussi. Au goût donc, aussi. Non, ça c'est sûr. ça les Ah, vaut- pour moi, ça les un vaut grand coup de largement. cœur. Ah, exactement. Un produit comme ça, c'est... Alors, cette productrice ne fait pas que du jambon. Non. Elle fait aussi des pâtés. Elle ça. fait des pâtés. On a ici donc avec la même race, c'est aussi du Quintoa. Elle fait de la tome de brebis osso irati également. Oh, j'adore Oh là là, ça. ça c'est bon ça. Donc, elle est située dans le sud, dans le Dans le sud-ouest. Pays Basque. Dans le Pays Basque. Donc on a des producteurs souvent qui ont des produits complémentaires. On a dans le Bergeracois un producteur de vin Le Bergerac. qui fait également entre ses rangs de vignes des On courges est en train de se et des faire pommes de terre. un pique-nique. Des courges et des pommes de terre au milieu des rangs de vignes. Exactement. Donc quand il nous envoie du vin, il rajoute quelques caisses de ses légumes du moment. Alors, ça n'arrive pas toute l'année puisqu'il en a pas tout le temps,
Mais On se régale en tout cas. Merci Fabrice. Parfait. donc là, au-delà du fait que ce soit bio, ce qui est important, c'est ce qu'elle a donné à manger. bah, c'est le à goût, ses hein. enfants, Bien c'est sûr. le goût. Voilà. Ah, c'est marrant, on retrouve Ouais, la même longueur. Ouais. Ça, c'est très très bon aussi. Très 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 bon. très très bon. D'ailleurs, je vais être obligée d'en prendre pour finir mon bout de pain. Ah, Quel dommage. quel malheur. C'est compliqué la vie, Mathilde. Hein. Et alors, les petits fruits qu'on a devant... alors, d'abord, il y a du fromage, avant l'heure. Je voulais vous redonner un peu de jambon avant. Oh, Bah, c'est très gentil. faut Je pas le nous coupe. Merci tenter. beaucoup. J'ai ramené des fruits, j'ai ramené du fromage, j'ai ramené un camembert. Ah, C'est un produit tout à fait classique, le camembert. Celui-là, il a la particularité d'être fait à 100% avec du lait de vache de race normande. Donc c'est un producteur qui va très loin dans sa démarche. tout est normand. Tout est normand, mais c'est le plus pur le camembert dans sa plus pure tradition. Il est fermier, bien sûr, au lait cru également. Alors, Parce que je te passe le couteau. le bio camembert, oh c'est mignon, le bio camembert de Normandie, du champ secret, fermier au lait cru. Donc ça, c'est le vrai camembert. Patrick Mercier. Patrick Mercier, super. Si tu nous entends. Si tu me regardes. Et ça, c'est un best-seller. Bah, il est beau, hein, Ah oui, on voit il est le- très beau, ouais. Ouais. C'est pas du... Il est peut-être un peu Pas frais du parce qu'il est camembert. sorti du frigo, mais On lui pardonnera. Non, il a l'air tout ce qu'il y a de plus crémeux. Et du coup, en termes T'inquiète de pas. fromage, vous avez une belle sélection sur place. on a des fromages de vache, de brebis, de chèvre, en provenance de Normandie, du Larzac. On a quelques fromages de Savoie également, on a des comtés, un camembert. Donc on a une gamme assez large. Bah, par contre, à pour chaque le- fois, pour il y a- le bio. il y a- Et qui sont à la coupe. Ce qui est important, c'est qu'on les coupe sur place. Donc on D'accord. achète des morceaux de meule et on les coupe à la demande ou un petit peu en avance au jour le jour. Alors quand vous travaillez avec un producteur, par exemple, sur un produit comme le camembert, non, je crois qu'il est très bien là. Il est Il est parfait. bien à point. Vous vous engagez à prendre juste un producteur de camembert ou vous avez parfois plusieurs... On couvre chaque besoin avec un produit. Donc on a un camembert. On pourrait avoir 2 camemberts, je pense, mais on ne les met pas en concurrence et on a une gamme qui est assez courte. On a une moutarde, on a une huile d'olive, un camembert et on reste dans la durée avec ce producteur. C'est le jeu qu'on joue avec eux, le jeu du partenariat, où nous en échange on a besoin qu'ils nous envoient les meilleures tomates, C'est ça. les meilleurs légumes, les plus frais, ceux qui sont cueillis au dernier moment. Et donc c'est donnant-donnant. Et comment vous les sélectionnez justement ces producteurs? Il y a une charte, un cahier des Notre charges. cahier des bien charges, précis. c'est lorsque c'est pas un produit sauvage comme le poisson par exemple, c'est le cahier des charges bio à minima. Et puis ensuite, c'est notre petite tambouille interne, on essaie de se renseigner. Et le temps passant, on est de plus en plus, de plus en plus fort pour savoir ce qu'il est bon de donner à manger à un animal, par exemple, le genre d'additif qu'il faut éviter, le type de légumes, par exemple pour les tomates. Ce qui est important sur ces tomates-là, c'est la variété, donc c'est des semences paysannes. Bon, c'est un peu technique, on est dans le monde de l'agriculture, mais c'est la variété, le type de semence qui fait que cette tomate a beaucoup de chair, qu'elle a du goût, qu'elle est sucrée, qu'elle a une peau qui est pas épaisse, donc très, très agréable à manger. Et ça, c'est nous, lorsqu'on le sait, qu'on demande ensuite à nos producteurs de ne cultiver que ça, Bien ou alors sûr, nous, de on ne leur travailler comme achète ça. que ces produits-là plutôt que des variétés plus classiques et qui, Et si qui sont moins bonnes. Si un producteur ne rentre plus dans le cahier des charges, il sort de... A priori, s'il ne rentre plus dans le cahier des charges, il viré, sort. c'est ça. Mais à notre échelle, il n'est pas encore rentré à la récolte. Donc on n'a pas ce Oui, souci-là. d'accord. Et du coup, pour continuer sur... donc on a également des fruits. Des On pois. a un fruit très particulier Oui. qui est un kiwi comme vous ne l'avez jamais vu. Le baby kiwi. Le baby kiwi, on va montrer. C'est du kiwi. Du Petit kiwi. kiwi. C'est trop kawaii. Hein. C'est Ça se mange comme des bonbons, comme ça, entier. comme ça, du coup. Hop. Exactement. Est-ce que c'est Ah, le goût non, du kiwi? Ouais, Ils sont très mûrs là.
parce que c'est la fin de la saison. Les kiwis viennent de commencer, on a reçu nos premiers kiwis cette semaine. Et on a, du coup, c'est vrai que ça se mange comme ça, il n'y a pas cette sensation de peau. Oui, c'est très très rigolo. C'est très surprenant, c'est une petite boule qui explose, c'est comme une bille. Ça n'a pas du tout la chair ferme du kiwi. C'est presque liquide, c'est dingue. C'est très bon. C'est très très bon, c'est une petite gourmandise effectivement. Et là, du coup, il y a des poires aussi, c'est ça ? Des poires, c'est la pleine saison des poires. D'accord. Ça, c'est des poires Arrow Sweet. Je les ai amenées pour les goûter aussi parce que c'est le même producteur qui nous fait nos jus de fruits. Donc j'ai amené un jus de pomme cassis. Je propose qu'on goûte justement ce jus de fruits. Alors, ce sont des jus, j'imagine, complètement artisanaux. Ouais. Et donc, ils récoltent leurs fruits et font leur jus eux-mêmes. Voilà. Et nous, on vend les pommes, les poires, les kiwis, ainsi qu'à la saison, tous les abricots, les pêches, etc., qui viennent de cette ferme. C'est un verger qui est dans la Drôme, qui est en biodynamie. D'accord. Et ils font des jus avec les fruits de leur Alors, biodynamie, pour ceux qui ne savent pas, c'est encore plus poussé que le bio. C'est une espèce de science obscure où on regarde les étoiles, le soleil, on écoute ces plantes et on fait quelque chose de vachement plus lié en relation avec la nature. Relation avec la nature. Tout à fait. Non, sans être sans être moqueur du tout. La biodynamie, moi j'y crois vraiment. C'est encore plus poussé que le bio et je trouve que les produits biodynamiques sont généralement encore plus forts et intenses en goût. On l'utilise beaucoup dans le vin. C'est les viticulteurs qui sont les premiers passés à ça parce qu'ils se sont rendus compte que ça améliorait la qualité de leurs raisins. Ça avait des raisins qui avaient plus de sucre, plus de goût, pour faire du meilleur vin. Donc dans les fruits, on voit la différence, on sent la différence en termes de goût, dans les légumes aussi. Et le jus est très bon. Donc là, c'est de la pomme avec un petit peu de cassis. Oui. C'est très fin. C'est pas trop sucré. Non, c'est pas trop sucré, il n'y a pas d'acidité. Il n'y a rien dans les jus quand ils sont trop sucrés. Non, là vraiment, c'est le fruit. Exactement. C'est très doux. J'aime beaucoup. Merci en tout cas pour cette belle et délicieuse présentation parce qu'on s'est belle dégustation surtout parce qu'on se régale. Il reste plus de jambon. Il reste notre jambon. Ça sera pour la fin de l'émission. On va peut-être rappeler. Alors du coup vous êtes sur Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet aussi. On publie tous les jours sur notre page Facebook le menu qui est cuisiné très important sur place. D'accord. On essaie et donc sur notre site internet vous verrez certains de nos producteurs. Ils sont de toute façon en toute transparence dans le magasin. À chaque fois, il y a parfois leur numéro de téléphone portable. Tout est totalement transparent. C'est l'idée des sous-jacente de la récolte, c'est d'apporter cette transparence-là, de manière à savoir exactement ce qu'on mange. Et puis le fait d'être en direct, nous, c'est une garantie de fraîcheur, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc rendez-vous 18 boulevard des Batignolles pour discuter avec Mathieu, parce que Mathieu souvent je suis là tous les jours. Et aller découvrir les produits et se régaler bien entendu. On continue la dégustation, alors on va partir sur des produits un peu différents. Oui, complètement. Très différents. On va commencer avec des sauces. Tout d'abord, alors vous connaissez tous le fameux Tabasco, on ne le présente plus. Ils viennent de sortir une petite nouveauté. Le Tabasco chipotle avec un goût fumé, un peu genre barbecue. Exactement. Assez marrant. Une sauce barbecue, pourquoi pas. Ça vient d'arriver en France. On n'en met pas beaucoup parce que c'est piquant. C'est assez piquant. Mais moi, je trouve le concept intéressant. Oui, il y a un côté très fumé en fait. C'est vrai que il existait déjà aux États-Unis et du coup, il vient d'arriver en France. Mais sur des plats de viande, c'est vraiment très bon. Rien qu'au nez, on a ce goût fumé de braise. On a l'impression d'avoir un barbecue devant le nez. Ça pique pas trop? Un petit peu, c'est du Tabasco. Il y en a peut-être un peu beaucoup. Faut faire attention parce qu'après on sent plus. Ah oui, non, on n'a pas mis la même dose. Ouais, non, par exemple. Voilà. Moi, j'en ai très peu. Faut éponger. Déjà très peu, c'est fort en bouche. Donc pour tous les amateurs de sauce un peu relevées et qui trouvent que les barbecues généralement sont un peu fades. Quelques gouttes, vraiment juste quelques gouttes. Ça suffit. De cette petite sauce suffiront à relever vos plats. Je pense notamment dans tout ce qui est guacamole ou mousse, ça peut être marron. Ouais. D'apporter ce petit goût fumé. Ouais. Ou même dans une vinaigrette, vous en mettez quelques gouttes pour donner un peu de peps. Ou tout simplement dans une mayonnaise. Voilà. Donc je pense que c'est le bon produit pour agrémenter vos sauces, vos condiments, pardon. Et donc ça évidemment on le trouve en grande surface au prix de 2,40 €. Et là on part en Thaïlande.
On part exactement en Asie, tout à fait, avec des sauces curry. Alors, moi, j'adore le curry, mais à préparer soi-même à la maison. Alors, faut acheter la pâte de curry, etc. Ça prend un peu de temps, ça mijote. Bon, c'est pas toujours évident. Là, on a des sauces qui sont toutes prêtes. Alors, je suis pas une fana généralement des plats tout prêts. Pour les sauces, quand même, ça peut bien dépanner. Le soir, ça permet de manger pas trop tard. Nous sommes tous humains. Et parfois, on n'a pas le temps ni d'aller aussi passer faire, à la récolte. On s'est chargé de préparer un plat pour vous. C'est l'objectif de cette cuisine. Mais c'est bon. Il est en train de me pourrir ma présentation de mes sauces. Mais bon, effectivement, on peut passer à la récolte. Si on habite loin de la récolte ou qu'on n'est pas à Paris, on n'a pas la solution à tout. Pour l'instant, vous n'êtes qu'à Paris, il faut bien le dire aussi, malheureusement. On peut aussi acheter des sauces préparées qui font voyager, avec donc des saveurs thaï. Là, on a une sauce au curry rouge avec du lait de coco et de la citronnelle. Ça serait curry vert. Alors, ce sont des sauces que, évidemment, on n'est pas censé du tout manger comme ça. Et manger comme ça, absolument pas. C'est un bon test. On aime vivre dangereusement. Mais on trouve que, moi, je trouve toujours que tester les sauces à froid comme ça, c'est finalement ce qu'il y a de plus révélateur, de plus parlant. C'est sûr. Donc, ce sont des sauces, évidemment, normalement, qu'on doit cuisiner. Hein. Vous n'êtes pas censé les manger à la cuillère comme nous. Comme le fait Isabelle. Alors, c'est une sauce qui est assez douce. C'est pas le curry relevé. D'un côté, je viens de m'envoyer du chipotle juste avant. Donc bon, forcément, c'est un peu biaisé. C'est assez bon. C'est doux, le lait de coco, curry rouge. On sent bien la citronnelle. Et puis, on reconnaît les saveurs. C'est quand même des sauces sans colorant et assez... Vous voulez goûter ? Ah, bien volontiers. Quand même. Je suis partisan du goûtage à froid également. Et la deuxième, c'est le curry vert. Généralement, je préfère... Très curry vert. Ah ouais, moi je préfère le rouge, tiens. Ah, c'est écoute. C'est ça, chacun quoi, son il plat. y en a pour tout le monde. Et bah ouais, comme d'hab, je préfère le curry vert. Je trouve généralement qu'il a plus de force. Il y a plus ce côté... je sais pas, c'est plus relevé, quoi. Ah, moi je trouve qu'il y a plus de caractère, le rouge. C'est marrant. Moi j'aime bien. Et je vais me rattraper parce que je trouve que c'est très pratique. Elle n'est pas trop relevée, donc on peut la relever, notamment à partir de Tabasco. 2 en 1. C'est ça. Pas celui-ci, le classique. Faites plaisir à vos invités. Moi, j'aime beaucoup les sauces comme ça. Le seul souci, voilà, ce qu'il faut savoir, ces sauces-là, c'est comme c'est des préparations. Généralement, c'est quand même déjà assez salé. Oui. Donc, il n'y a pas besoin de ressaler, surtout. N'en rajoutez pas. Exactement. Mais ça dépanne. Et franchement, celles-là, elles sont bonnes. Et en plus, elles sont quand même sans colorant, etc. Elles sont pas tout ce qu'il y a de plus naturel, mais elles sont bien. Voilà. Testé, validé. Ces sauces se retrouvent évidemment en grande surface. C'est Tian Shan qui fait ça. Et c'est au prix de 2,95 €. Oui, et d'ailleurs, on parle de saveurs particulières. Oui, vous avez vu, j'ai quand même fait une thématique épicée. Oui, hein, tout à fait. Le tabasco, les sauces au curry et les chips. Chocolat, piment. Alors ça, c'est la dernière nouveauté de Bretz. Bretz, c'est très particulier. C'est une entreprise bretonne qui est finalement assez artisanale et qui fait des produits naturels, sans conservateurs, etc. On n'est pas bio non plus, hein, faut pas. Mais bon, il y a quand même cette volonté de faire les choses bien. Et là, effectivement, leur dernière création, qui est sortie pour le Salon du Chocolat en octobre, c'est la chips chocolat et piment. Alors dit comme ça, moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, faut qu'on goûte, évidemment. Mais je savais pas à quoi m'attendre. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chocolatiers qui travaillent les épices, etc. Donc ça paraît compréhensif sur un chocolat, mais dans une chips chocolat piment, je trouvais que ça faisait beaucoup de choses. Et finalement, en goûtant, moi j'aime bien. Il y a un petit goût de revient, je trouve. C'est, je pensais pas que j'aimerais. Et en fait, j'aime vraiment bien. Mais vraiment. En fait, c'est pas sucré. Il y a un point de. Il y a un petit goût sucré. Il y a un petit goût sucré, mais pas. Je sais pas, ultra léger. Il y a du sucre, mais. C'est intéressant de regarder d'ailleurs les composants. On sent bien la pomme de terre. Ça sent la chips. C'est pas. On est d'accord. Mais elles sont bonnes leurs chips. Attendez, il n'y a pas de c'est pas hyper pimenté. Hein. On a 65% de pommes de terre. Déjà, ça c'est bien. Ensuite, on a 27% d'huile de tournesol. Bon, ça c'est bien. Chocolat piment, ok. Avec effectivement quand même un peu de fructose. C'est ça qui fait qu'un peu sucré. Du cacao en poudre, des épices, chili, piment de Cayenne, sel, sucre, arôme naturel. C'est relevé sans être trop pimenté. Non, moi j'aime beaucoup. Elles sont bien croustillantes.
Alors, elles sont marrantes, on peut les montrer quand même à l'écran. Parce qu'elles sont effectivement un peu... elles sont tachetées, quoi. Comme si on avait saupoudré de cacao la chips. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs faire ça en plus à la maison. Jeter du cacao dessus. Voilà, moi, j'aime beaucoup. C'est validé. C'est 1,89€ en grande surface. Si vous voulez surprendre vos invités, je pense que c'est le bon plan. Par contre, évitez de les sortir en dessert. Hein. C'est pas l'idée du tout. Non. On fait une petite pause et on passe sur la partie livre. Oui, tout à fait, exactement. À tout de suite. Pour continuer sur cette thématique chocolatée notamment, vous connaissez tous le grand chocolatier Pierre Marcolini qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle tout simplement Cacao. C'est beau ça. Donc oui, tout à fait, voilà, c'est un bel ouvrage, voilà. Le camembert au Pierre Marcolini, bonjour. Pierre Marcolini, pourquoi il a sorti un livre sur le sujet? Parce que le cacao, c'est quand référence. Même son cheval de bataille, puisque son chocolat est à base de fèves qu'il va lui-même chercher. Donc il ne travaille pas avec ce qu'on appelle du chocolat de couverture, mais bien à partir de la fève qu'il va transformer jusque en tablette ou en bonbons de chocolat. Du coup, on découvre à travers ce très beau livre tout l'univers de la fève et ensuite les différentes manières dont on peut l'utiliser. C'est un livre très personnel quand même. C'est un livre très personnel. À chaque fois. Oui. Alors attends, qu'est-ce que j'ai vu qui m'intéressait là? J'ai pas rêvé ce jeu. Bio. Je fume mes fèves. Je fume mes fèves, voilà. Je fume mes fèves au copeau de bois. Exactement. Donc c'est la manière dont on va utiliser les fèves. On ne les fume pas dans une cigarette. Hein. C'est ça. On les fume différemment quand il s'agit de chocolat. Et ensuite, comment ces fèves vont se transformer en chocolat. Et avec différents gâteaux, avec cette belle crème caramel. Et en fait, on a différentes thématiques. Donc là, par exemple, sur les grands crus Venezuela, donc c'est des fèves qui viennent du Venezuela. Là, on a des fèves Java. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a différentes parties du monde où on peut aller chercher des fèves en fait, qui vont donner des grands crus, comme le Brésil, etc. Voilà, donc là, ça a été répertorié à travers de magnifiques recettes dans ce livre. Et tu as aussi des petites fèves de cacao. Exactement. Là, l'idée, en fait, c'était de montrer à partir de la fève, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Alors, il y en a plusieurs qu'on peut goûter. Ça, c'est les fèves fumées. Donc, alors ça, faut qu'on goûte. Ça, c'est incroyable. Fèves fumées au copeau de bois. Ça tombe bien, je les avais repérées. Oh, c'est ça. Déjà, on met le nez. On a l'impression à nouveau d'être retourné dans barbecue. Alors c'est très particulier parce que ça sent pas quand on croque, faut en prendre une et il faut goûter. On sent pas le chocolat, hein. On est vraiment là sur de la fève, donc c'est avant la transformation on mange tout vers le oui, on mange tout. Ensuite, on peut aussi en faire du c'est la fève. On peut faire du poivre de gruée. Donc, à partir de la fève. Il le vend, ça, comme ça? C'est du poivre? Juste des exemples? Non, ça, ce sont des exemples. C'est du poivre. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est ça aussi. C'est fèves de cacao. Ça sent le poivre. Après, on mange juste le gruet. Ça sent très fort, le poivre. Poivre noir. Et là, si t'as pris du gruet, tu vas avoir juste le goût du cacao. Mais à utiliser... Alors, je sais pas si c'est ça. C'est marrant. Ça, c'est une tuerie. Ouais. Et alors sinon il y a ça, des fèves de cacao cru en poivre et sel, donc elles sont plutôt au fond, ça c'est plus sympa pour l'apéritif. Ah, alors en fait c'est des cacahuètes. Oui, c'est des noix de 1, 2, 3. Des noix de cajou. Cajou, et du coup il y a des fèves qui sont au fond. Et alors, il a fait une pâte à tartiner salée. Waouh. Que je vous propose de découvrir vos petites cuillères. Waouh! Alors on la voit bien là, la pâte à tartiner, elle est très compacte. Ouais. On dirait. C'est très particulier en bouche. Je vous propose de découvrir.
Il y a aussi des fruits dedans, il a mis quoi? Non, c'est parce que c'est salé en fait. C'est particulier, hein. Il y a plein d'épices. Ouais. dedans. Plein d'épices. Il n'y a pas de l'olive aussi? J'ai l'impression qu'il y a de l'olive. Je pense, ouais. On n'a pas la composition de cette petite curry? Il n'y a rien marqué dessus. Je suis pas sûre. Les Non. salauds. Je pense Il y a qu'il y a de peut-être l'olive. il y a peut-être la recette dans le. Je pense olive. Ah dans oui, le livre. sûrement. Je dirais olive, cacao. Oui, Ouais, t'as plein d'herbes. C'est bon, hein? exactement. C'est très bon. À mon avis, on doit pouvoir retrouver la Ouais. recette là-dedans. Et alors, son grand must, c'est sa pâte à tartiner praline noisette, qui Ah oui, est alors une ça. tuerie Ça devrait être interdit. à la Interdit en consommation. vente, ouais. Pâte à tartiner salée. Je vais la retrouver. Mm. Tac. Ça peut couper l'envie de manger ce qu'on a l'habitude de consommer. Hein. Ah, Attention, c'est ça. très risqué de goûter ce genre de produit. Oui, tout à fait. Oui, C'est-à-dire normalement, que après, quand on remise Nutella et autres saletés C'est ça. bien loin. En plus, on a des petits morceaux de noisettes à l'intérieur, c'est délicieux. Alors, pâte à tartiner. C'est très très bon. Eh bien non, la pâte à tartiner n'est pas dedans. Ah, Je C'est un suis très mystère. malheureuse. mais Il y a waouh. de l'olive, c'est sûr. Il y a de l'olive, on est d'accord. Ça, c'est... Très joli bouquin. Et alors ça, on le trouve où? Édition La Martinière. Les éditions de la Martinière, au prix que je ne connais pas par cœur, au prix de 39,90 €. Donc un très beau livre si vous êtes grand fan de chocolat. Ensuite, Pour les fans de thé. pour les fans de thé, après cette petite émission pleine de gourmandises, on va partir plutôt vers le détox. Quelle Et donc, bonne idée, du coup, Mathilde. avec ça, exactement, avec ce livre sur les thés japonais. Donc c'est la maison de thé Jugetsudo, voilà, Jugetsudo. tout à fait. Vous aurez reconnu mon très bel accent japonais. Et donc du coup, on y retrouve pas mal de recettes autour du thé. Ah, Donc, alors ça, par exemple, c'est on a intéressant tarte pour une fois. aux herbes, que le thé se gyokuru cuisine, et tout à fait. pignon de pain. Là, on a des carpaccio de bar au punzu et de thé au shisha. Au chicha. Au shisha. Une salade de boulgour. Voilà, donc là, il y a une partie recette. Et aussi, il y a la partie présentation, cérémonie. Et puis, du coup, la manière de découvrir les différents thés qui s'offrent à nous. Voilà. Et donc ça, c'est aux éditions Aux Chêne. éditions Chêne, au prix de 29,90 € pour les fans de thé. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la partie glouglou. Exactement, à tout de suite. Alors, nous allons Isabelle, partir en Champagne, avec un champagne un peu original. Il s'agit d'un blanc de noir. Alors, qu'est-ce que c'est un blanc de noir? blanc de noir, bonne question. Contrairement à ce qu'on pourrait l'imaginer, ce n'est pas un champagne qui a une couleur noire. Avec des raisins verts et des raisins noirs. Exactement. Alors, si vous avez déjà mangé du raisin forcément, que le raisin soit blanc ou que le raisin soit noir, en fait, si vous faites attention, ne faites pas gaffe, mais l'intérieur est toujours blanc. Hein. Donc, si on fait du vin avec des raisins noirs, mais sans garder la peau, eh ben, on a quand même un vin qui va être de couleur jaune, transparent, enfin, assimilé en tout cas à un vin de couleur claire. Donc, ce champagne blanc de noir est fait exclusivement avec des raisins à peau noire, qui vont donc être des raisins qui sont un peu plus puissants, un peu plus forts en goût que des raisins blancs. On est sur un assemblage entre le pinot noir à 80% et le pinot meunier à 20%. Et l'avantage des champagnes blancs de noir, comme donc cette cuvée Champagne Mercier, qui est leur petit dernier, leur nouveauté, c'est qu'on va avoir un champagne qui est extrêmement plus complexe et riche en bouche. On va avoir un champagne qui va être crémeux, il va y avoir ce côté comme ça, il va remplir la bouche, tout en restant quand même fruité et léger, parce que c'est vraiment la patte de la maison Mercier. Donc même si on a cette présence en bouche, on va garder de la légèreté, de la fraîcheur et de la tension. Et c'est un champagne qui surtout, pour moi, peut plus facilement accompagner des plats gastronomiques.
on va pas trop être sur un champagne d'apéritif. Ça va peut-être un champagne qu'on va pouvoir consommer pendant un repas. Ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs, les accords mais champagne. Tout à fait. Et là où, comme toujours, nous sommes complètement raccords dans Casse-Mon Food, c'est que ce champagne va plutôt bien avec tout ce qui est épices. Donc, si vous utilisez un soir les sauces au curry, vous pouvez tout à fait déboucher ensuite une bouteille de champagne. Si vous relevez avec un peu de tabasco, il supporte tout ce qui est épicé comme ça. Il aime bien aussi tout ce qui est asiatique. Tout ce qui est asiatique japonais. Donc, par exemple... avec du thé. Avec du thé. Je pense que les recettes de ton livre font la fureur avec ce champagne. Avec, par exemple, un shirashi de saumon, ça marche très bien. Et enfin, comme il a quand même du corps et de la matière, je pense que ce jambon-là, qui pourtant qui est quand même très puissant, qui a une vraie personnalité, et ben ce champagne, normalement, devrait savoir y faire écho sans trop de soucis. Voilà. À consommer avec modération, bien évidemment, à consommer avec modération. C'est au prix de 25 € en plus. C'est pas un champagne qui est excessivement cher et vous le trouvez en grande distribution. Très bien. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Merci en tout cas. Pause. Oui, tout à fait. Et puis on part sur les événements. Oui, exactement. Alors, le 3 décembre prochain... Alors, la fondue solidaire, qu'est-ce que c'est ? Tous les amateurs de fromage devraient être à la fondue solidaire. C'est un événement qui est organisé par Babylone, qui est une plateforme en fait de financement participatif. Et le 3 décembre, donc, on va tous manger de la fondue. Tadadam, avec l'objectif de récolter le plus d'argent possible pour ensuite pouvoir financer de petits projets. Voilà. En fait, l'idée, c'est un dîner de charité. Donc, du coup, on vient et on mange une fondue et on fait le record du monde de la fondue. Donc, ça va être une grosse orgie de fondue, en fait. Hein. C'est ça qu'on est en train de dire. Qui se passera le 3 décembre. Et vous avez toutes les informations sur la fondue solidaire. Hein. Il suffit de taper la fondue solidaire. Vous allez trouver les informations. C'est à Paris, évidemment. Enfin, évidemment, non, pas évidemment, mais il se passe quand même... beaucoup de choses à Paris. Et on vous encourage à participer. Si vous êtes un fanat de fondue, vous ne serez pas du tout déçus. Voilà. Exactement. Et du coup, merci pour cette belle émission. Merci Mathieu Mies d'être venu jusque chez nous et nous avoir apporté votre belle récolte pour cette émission. Reçu. On s'est régalé, c'était absolument délicieux. Bonne continuation à vous. Quant à vous tous, on vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour les prochaines émissions. On est bien évidemment présent sur l'ensemble des box et sur les réseaux sociaux que vous pouvez continuer à suivre le reste de la semaine. Merci à tous et à très bientôt et bon appétit.